Bien, donc on reprend avec un micro qui règle au maximum manifestement. Donc on reprend sur notre cours de droit des sociétés. On a fini la SA, on a fini la SAS. Aujourd'hui et même ce matin, c'est bon? Bien. Aujourd'hui, disais-je, et même ce matin, on va pouvoir voir rapidement les deux autres formes de société par action commerciale qui sont, donc dans notre partie sur les sociétés commerciales, on a 4 formes de sociétés par action, et ces 4 formes, ce sont la SA, la SAS qu'on a vu, et deux autres formes qui sont moins importantes parce qu'il y en a moins et parce qu'elles empruntent pour beaucoup d'ailleurs le régime de la SA comme on va le voir. C'est la société en commandite par action et c'est la société européenne. Donc on commence avec la société en commandite par action. Les commandites, il y en a deux formes dans le Code de commerce, dans le livre 2 du Code de commerce. Une forme qu'on verra très rapidement quand on parlera des sociétés de personnes, parce qu'il y en a vraiment très peu, c'est la société en commandite simple, et une forme qui est plus répandue, qui est donc la société en commandite par action, forme qui est régie à titre principal par les articles L226-1 et suivants du Code de commerce. Avant qu'on aborde simplement, je sais certains d'entre vous m'ont posé des questions sur l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions. Je fais un rappel d'une minute parce que c'est pas toujours, moi-même j'ai pu l'enseigner de manière rapide au premier semestre et c'est pas toujours aussi clair qu'on le voudrait. Je le rappelle simplement très vite. Vous avez un article dans le Code de commerce qui est l'article L236, donc c'est une incidente, je le précise, L236, je crois que c'est 22, mais je préfère vérifier, oui, c'est L236, 22, qui nous dit de manière assez énigmatique, la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions qui sont les dispositions sur les scissions. Ça, c'est ce que dit l'article L236-22. Initialement, ce texte, on le comprenait comme il est là pour dire que si on apporte à une autre société de l'actif, une part importante de son actif, comme l'opération est une opération importante, eh bien, on peut la soumettre au régime des scissions. Et si on la soumet au régime des scissions, ça veut dire que les sociétés parties à l'opération font voter leurs assemblées générales extraordinaires. Il y a intervention d'un commissaire à la scission. Bref, ça a impliqué plus que les actes qu'on aurait fait pour un simple apport en nature. Si on avait fait un simple apport en nature, qui était compétent chez la société apporteuse pour décider l'opération ? Alors ? Je sais, c'est une question, et voilà, le cours magistral n'implique pas des questions d'habitude, surtout le lundi matin, comme ça au démarrage. Je précise pour ceux qui viennent d'arriver, particulièrement pour M. Weiss, qu'on est en train de faire une incidente. Je vous rappelle simplement la question, je clarifie parce que, encore une fois, certains d'entre vous me l'ont demandé et j'obéis bien volontiers à cette demande. Comment ça fonctionne l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions? Qui est compétent pour faire un apport d'un bien de la société à une autre société? C'est? Pardon? Les dirigeants. C'est la direction générale, c'est le gérant, c'est le président, c'est la personne qui a la direction générale, puisque c'est comme pour vendre un bien. C'est un acte qui relève de la direction générale de la société.
sauf cas particulier, par exemple si le bien en question est mentionné dans l'objet social de la société, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on la met, si on cède le bien, dans l'impossibilité de continuer à réaliser son objet, donc ça fait comme une dissolution, ça veut dire qu'il faut modifier les statuts, et donc c'est plutôt de compétence de l'Assemblée des associés statuant extraordinairement. Comme c'est une opération lourde, on a permis aux sociétés qui le voulaient de soumettre cette opération au régime des scissions. La jurisprudence a ajouté à ça une règle particulière et qui n'est pas encore véritablement définie, qui est que quand on soumet l'opération au régime des scissions, ça entraîne transmission universelle de patrimoine, a dit la Cour de cassation en 1988, pour la branche d'activité apportée. C'est clair pour tout le monde? On l'avait vu rapidement au premier semestre, mais c'est clair pour tout le monde, ça ou pas? L'idée, c'est que quand vous faites un apport et que cet apport est soumis au régime des scissions, non seulement il y a compétence des organes AGE des sociétés concernées, mais parce que la Cour de cassation a inventé cette règle, il y a transfert non seulement de l'actif apporté, mais de tous les contrats actifs et passifs qui sont inclus dans la branche d'activité, sauf lorsque le contrat a un caractère intuitu personné, auquel cas il n'est pas transféré automatiquement. Ça, c'est une règle que la jurisprudence a créée, avec deux questions, mais il n'y a pas que deux questions, mais avec principalement deux questions. Première question, qui n'est pas résolue aujourd'hui, est-ce que ça ne marche que quand on transfère une branche d'activité, ou est-ce qu'on peut décider librement, conventionnellement, qu'on soumet l'apport au régime des scissions, même si ce n'est pas une branche d'activité qui est transférée? La jurisprudence a dit qu'il y a transfert pour la branche d'activité transférée. Donc c'est un arrêt de 1988, l'arrêt de principe, c'est Chambre commerciale 16, enfin l'arrêt de principe, arrêt fondateur, Chambre commerciale 16 février 1988. Et donc, cet arrêt, quand il dit il y a transfert pour la branche d'activité, on ne sait pas s'il pose une condition ou s'il dit, bon ben là c'est une branche d'activité, donc on transfère les actifs et les passifs, mais ça c'est une des grandes questions qui ne sont pas résolues aujourd'hui en droit positif. Est-ce qu'il faut une branche d'activité complète et autonome, ou est-ce que, le texte ne l'exigeant pas, si je transfère un fonds de commerce qui n'est pas une branche d'activité, qui est juste un fonds de commerce, est-ce que, automatiquement, si je décide de soumettre cet apport au régime des scissions, ça entraîne automatiquement transfert de l'actif et du passif attaché au fonds de commerce? Ça, c'est une première question qui est posée par cette opération qui est beaucoup utilisée en pratique. Et puis, il y a une autre question qui est posée, c'est est-ce que ce n'est pas le moyen, cette technique, est-ce que ce n'est pas le moyen de faire une purge du passif? Je vais m'expliquer tout de suite. Quand vous faites un apport partiel d'actifs et qu'il est soumis au régime des scissions, si vous transférez les éléments apportés et que vous appliquez le régime des scissions, les textes sur les scissions vous disent les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des créanciers de la société scindée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Là, c'est un texte sur la scission. Quand vous faites une scission, vous avez une société qui se coupe en deux ou en plus, et les différents morceaux vont
dans d'autres sociétés. Ça, c'est la scission. Vous avez une société qui a 3 activités, elle disparaît, et ces 3 activités sont transférées à 3 nouvelles sociétés. Bon. Et ceux qui étaient actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires des sociétés bénéficiaires. Ça, c'est une chose. Mais quand vous transposez ça à l'apport partiel d'actifs, dans l'apport partiel d'actifs, une société fait un apport, mais elle ne disparaît pas. Et elle fait un apport à une seule société. Enfin, elle pourrait faire plusieurs apports, mais l'apport, il est à une seule société. Si on transpose ce texte que je viens de citer, qui dit que les sociétés bénéficiaires des apports sont substituées à la société scindée, qui disparaît. Dans l'apport partiel d'actifs, il n'y a pas plusieurs sociétés nouvelles qui remplacent une société qui disparaît. Il y a une société qui avait un bien, une branche d'activité des actifs, qui les apporte à une autre société. La société apporteuse ne disparaît pas. Si on transpose, il faut comprendre que la société bénéficiaire est substituée à la société apporteuse. Ça veut dire que quand l'apport est fait, la société bénéficiaire est maintenant contractante, est maintenant débitrice à la place de la société apporteuse. Et vous avez une règle sur la scission qui dit que les sociétés bénéficiaires sont débitrices solidaires, mais qu'on peut déroger à ce texte. C'est l'article L236-21 qui vous dit qu'on peut déroger au texte précédent, article L236-20, en stipulant que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée, mise à la charge respective et sans solidarité entre elles. Donc vous pouvez partager le passif entre les sociétés bénéficiaires de l'opération. Et donc vous pourriez dire que l'apport est fait, mais que l'apporteuse n'est plus tenue du passif transféré à la bénéficiaire de l'apport. Et si vous faites ça, ça vous permet de faire quoi concrètement? C'est un exemple que je prenais en discutant avec l'un d'entre vous, mais que je reprends parce qu'il est assez parlant. Imaginons qu'on soit une société, on a une activité industrielle lourde. On utilise des produits toxiques. Mon Dieu. Voilà. Bon, je crois qu'il faut évacuer l'amphi. Désolé.